Personne dans l'entourage de Donald Trump n'a voulu répondre à une question simple ce week-end. Pourquoi le président des États-Unis court-il littéralement pour échapper aux journalistes? On a les images. Trump qui grimpe précipitamment dans Air Force One à Doha, sans un mot. Trump qui tourne le dos au micro à Bedminster. Et pendant ce temps-là, il a trouvé le temps de danser sur YMCA depuis son iPad devant la base MAGA qui applaudissait ça comme une preuve de bonne santé. Attendez. Parce que pendant que cette scène se jouait dans le New Jersey, 2 rapports d'enquête sortaient au même moment, l'un sur l'Iran, l'autre sur la Russie, et tous les 2 disent la même chose sous des formes différentes. L'Amérique de Trump a laissé une porte grande ouverte, et 2 adversaires s'apprêtent à la franchir. Ce n'est pas une histoire de golf et de mauvaise humeur présidentielle. C'est un problème de vide stratégique, en train de se former sur 2 continents en même temps, pendant que l'homme censé le gérer refuse de répondre à une seule question de presse. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça part de la surface. Un président qui fuit les caméras, ça descend vers le mécanisme. Ce que l'Iran et la Russie préparent réellement, et ça débouche sur la conséquence, celle que presque personne ne relie encore aujourd'hui. Et pour commencer, un fait daté vérifiable, publié le 17 août 2026. Ce jour-là marquait exactement l'expiration d'un accord tacite de 60 jours entre Washington et Téhéran, signé en juin. Gardez ce chiffre en tête. Il va prendre tout son sens dans 2 minutes. Un dernier point avant de commencer, parce qu'il compte. Tout ce que je vais vous rapporter sur les plans iraniens et russes vient de 2 enquêtes journalistiques distinctes, sourcées à des officiels nommés ou à des documents obtenus par imagerie satellite. Ce sont des informations de niveau 2, rapportées par des médias de référence, pas des faits jugés en tribunal. Je vais vous le rappeler chaque fois que c'est utile, parce que la rigueur, ici, c'est pas une option. Alors revenons à ce week-end. Trump a passé 2 jours à son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, à faire des apparitions qu'on ne peut qualifier autrement que d'étranges. On l'a vu marcher difficilement lors d'un événement à Nassau County, visiblement gêné dans ses mouvements, une scène que plusieurs observateurs ont comparée à quelqu'un portant une protection sous ses vêtements. Ce n'est pas le sujet central de cette vidéo, mais ça donne le ton. Un président qui semble physiquement diminué et qui refuse absolument tout contact avec la presse. Pas une question sur l'Iran, pas une question sur la Russie, pas une question sur la Corée du Sud. Silence total et fuite littérale devant les caméras à Doha en montant dans l'avion présidentiel. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans ce silence, il était juste. Parce que le jour même où ces images circulaient, le Wall Street Journal publiait une enquête intitulée « Noir sur blanc, le plan secret de l'Iran pour faire escalader la guerre ». Et ce n'est pas une source vague. Le journal cite des officiels iraniens et arabes et s'appuie sur des communications interceptées. Voilà ce que dit cette enquête. Le 17 août marquait la fin d'un mémorandum tacite de 60 jours signé en juin entre Washington et Téhéran. D'après le Wall Street Journal, les factions les plus dures du régime iranien ont traité cet accord, dès sa signature, comme une simple pause tactique avant la suite, pas comme une désescalade réelle. Pendant ces 60 jours, les gardiens de la révolution islamique ont reçu une autorité militaire élargie. D'anciens commandants de la guerre Iran-Irak ont été replacés à des postes clés et la production de missiles et de drones s'est accélérée. Ce n'est pas une pause, c'est une préparation. Et voilà où ça devient intéressant. Le plan, toujours selon le Wall Street Journal, prévoit des frappes supplémentaires contre les pays du Golfe si les combats reprennent, avec 2 volets précis. D'un côté, des opérations terrestres possibles contre le Koweït, en passant potentiellement par le sud de l'Irak. De l'autre, le sabotage délibéré de câbles Internet sous-marins qui traversent le Golfe Persique. L'infrastructure numérique dont dépend une bonne partie du commerce et des communications régionales. Ajoutez à ça que les gardiens de la révolution ont envoyé des commandants directement auprès des Houthis, au Yémen, leur fournissant missiles, drones et même des renseignements de ciblage pour protéger leurs propres chefs. En clair, un pays qu'on nous décrit depuis des mois comme militairement à genoux est en train de construire méthodiquement les moyens de frapper une infrastructure critique et un allié américain du Golfe. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste la propagande habituelle d'un régime aux abois qui veut se donner l'air menaçant après une guerre humiliante. C'est parce que, à peine quelques heures après cette publication, Trump lui-même donnait, sans le savoir, du crédit à l'inverse de son propre narratif. À Bedminster,
micro en main, il déclarait que la marine iranienne était entièrement coulée, 159 navires sous l'eau, 209 avions hors service, une monnaie sans valeur, une inflation à 350%, un pays anéanti selon lui. Mais un pays anéanti n'a pas besoin de préparer des opérations terrestres au Koweït, ni de saboter des câbles sous-marins stratégiques. Vous trouvez ça normal, cette contradiction entre le triomphalisme de Golfe et l'enquête publiée le même jour? L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est qu'un régime affaibli qui menace bruyamment n'a souvent aucune capacité réelle de frapper et qu'il faut se méfier des surenchères des deux camps dans ce genre de conflit. Et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. L'histoire regorge de régimes qui bluffent leur puissance restante pour éviter de paraître vaincus. Sauf que le Wall Street Journal ne rapporte pas des déclarations publiques iraniennes destinées à sauver la face. Il rapporte des communications interceptées et des mouvements internes de commandement, vérifiés par plusieurs sources arabes indépendantes, pas des discours de propagande télévisée. La différence entre un bluff et une préparation, c'est justement le type de source, et celle-ci pointe vers la préparation. Un président qui fuit les caméras, alors que deux guerres se préparent, ce n'est pas de la discrétion, c'est un aveu. Parce que voilà ce que Trump a fait pendant ce week-end, où il refusait toute question. Il a posté, depuis Air Force One, qu'il entretenait une excellente relation avec Kim Jong-un, et qu'il ordonnait à Pete Hegseth, son secrétaire à la Défense, de réduire substantiellement les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, les qualifiant d'hostiles envers la Corée du Nord. L'exercice en question, Ulchi Freedom Shield, débutait justement ce lundi-là. Trump a justifié sa décision en expliquant que la Corée du Sud avait refusé de participer à la guerre contre l'Iran et donc qu'elle ne méritait pas le même niveau de soutien militaire. Le ministère sud-coréen de la Défense a répondu, sobrement, que les exercices se dérouleraient comme prévu et comme annoncé. Un allié qui ignore ouvertement l'ordre présidentiel américain, ce n'est pas un détail protocolaire. C'est le signe qu'un allié historique ne fait plus confiance à la parole de Washington. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que ce premier dossier iranien se joue, un second presque invisible avance en parallèle à des milliers de kilomètres de là et il change complètement l'échelle du problème. Le Télégraphe a publié cette même semaine une enquête construite à partir de documents obtenus et d'images satellites révélant que la Russie a construit des bases secrètes de lancement de drones à portée directe du territoire de l'OTAN. 10 bases identifiées, avec au moins 59 nouvelles rampes de lancement le long de la frontière russe avec la Biélorussie et l'Ukraine. Certaines de ces installations sont déjà utilisées pour pilonner l'Ukraine, leur proximité avec la frontière aidant à percer les défenses aériennes affaiblies de Kiev. Mais d'autres ont positionné de façon à mettre Varsovie, capitale d'un pays membre de l'OTAN, à portée des drones russes les plus avancés. Regardez bien ça. C'est pas une hypothèse de politologue paranoïaque, c'est une cartographie précise, site par site, région par région, Chatalovo, Koursk, l'aérodrome de Milerovo, l'aéroport de Donetsk. Le Télégraphe précise lui-même qu'aucun indice ne prouve une frappe imminente contre l'OTAN. Il faut le dire honnêtement, parce que c'est le niveau de rigueur qu'on doit à ce genre d'informations. Mais la question n'est pas de savoir si Moscou va appuyer sur un bouton demain. La question, c'est pourquoi ces capacités sont construites maintenant, discrètement, pendant que l'attention occidentale est ailleurs. Et où est cette attention occidentale, justement? C'est là que les deux fils de cette histoire se rejoignent. Parce qu'au moment même où cette enquête sortait, les États-Unis retiraient leur dernier porte-avions du théâtre Pacifique. L'USS George Washington, jusque-là basé au Japon, a quitté sa zone pour aller remplacer l'USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient. Et pourquoi ce remplacement précipité? Parce que l'Abraham Lincoln était déployé depuis plus de 260 jours, soit près de 9 mois en continu, une durée qui a provoqué des inquiétudes documentées au Congrès sur les pénuries de ravitaillement, les problèmes de maintenance et l'épuisement de l'équipage. Autrement dit, la guerre en Iran a tellement usé la marine américaine que le seul porte-avions capable de la relever devait quitter le Pacifique, la zone censée contenir la Chine. Il retire le seul porte-avions du Pacifique pendant que la Russie construit des bases à portée de Varsovie. La vraie stratégie américaine en ce moment, c'est l'absence de stratégie. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont deux points de données publics et vérifiables qui se produisent la même semaine. Un vide militaire s'ouvre dans le Pacifique et un dispositif offensif se referme sur l'Europe. La Chine, elle, observe. Pékin a longtemps théorisé
que les États-Unis ne pouvaient pas gérer 2 guerres simultanément sans épuiser leur capacité globale. On est littéralement en train de regarder cette théorie se vérifier en temps réel. Et pendant que cette réorganisation militaire se joue, la question de la défense du territoire américain lui-même reste, elle, sans réponse. Un commandant du NORAD s'est exprimé cette semaine lors d'une conférence militaire, filmé en train de répondre à une question directe sur la capacité des États-Unis à intercepter un essaim de drone lancé depuis l'intérieur même du territoire américain. Sa réponse, textuelle, non. Il a précisé que le NORAD ne dispose pas des capteurs nécessaires selon la zone visée et qu'il n'est, je cite ces mots, pas encore équipé pour gérer ce type de menace. C'est un fait de niveau 1, un aveu public filmé, pas une allégation. Attardez-vous une seconde là-dessus, parce que ça éclaire tout le reste de cette histoire. Le même week-end où ce commandant admettait publiquement cette faille béante, Trump republiait sur son propre réseau un message réclamant que le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, intervienne pour accélérer la construction de sa salle de bal dorée à la Maison-Blanche, présentée comme une protection contre des attaques par drone. En clair, l'armée américaine reconnaît publiquement qu'elle ne peut pas protéger le pays contre les drones pendant que le président réclame, lui, un bouclier personnel pour son propre bâtiment. Il a fait faillite avec plusieurs casinos avant de devenir président et aujourd'hui il négocie sa propre protection dorée pendant que le pays reste exposé. Ça inspire confiance. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes conservatrices. C'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Et il y a un dernier fil plus intime qui referme la boucle sur qui paie vraiment le prix de tout ça. Cette même semaine, Trump s'en est pris publiquement à la présentatrice de Fox News, Shannon Bream, l'accusant de ne jamais couvrir ses, je cite, grandes victoires militaires. Et puis il y a eu cette séquence sur la même chaîne où l'animateur Joey Jones, lui-même vétéran amputé ayant servi en Afghanistan, s'en est pris à des militaires en service actif qui s'étaient plaints publiquement, en creusant leur frustration dans la poussière d'une aile d'avion, de conditions de déploiement jugées absurdes. Un des messages retrouvés disait littéralement « Opération Führer Epstein ». Un autre, sois un bon petit soldat et fais ce qu'Israël te demande. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des inscriptions physiquement photographiées et documentées par des journalistes sur le terrain. Ce qui est fou, c'est que ce même animateur qui a servi honorablement traite aujourd'hui d'autres militaires de faibles et de pathétiques pour avoir simplement exprimé une frustration légitime. Le service, la souffrance, le sacrifice, tout ça reste réel et respectable. Mais retourner cette souffrance contre ceux qui la vivent encore aujourd'hui, sur une chaîne qui refuse par ailleurs de poser une seule question difficile au président, ça ressemble moins à du patriotisme qu'à une manière d'étouffer la critique avant qu'elle ne devienne gênante. Si vous vous contentez des chaînes classiques, cette structure-là, vous ne la voyez jamais. Vous voyez un président qui danse sur IMCA, vous voyez un animateur qui s'énerve contre des soldats, vous voyez peu être un poste sur la Corée du Nord, mais vous ne voyez jamais les trois fils reliés ensemble, un plan iranien documenté, un dispositif russe documenté et un commandement militaire américain qui admet publiquement son impuissance face aux drones, pendant que le président construit sa propre protection. Revenons maintenant à la question du début. Vous êtes venu pour un homme bizarre qui fuit les journalistes. Vous repartez avec la preuve que ce même homme préside au même moment à l'ouverture d'un vide stratégique sur 2 continents, tout en laissant son propre territoire sans réponse contre une menace que ses propres généraux qualifient publiquement de non maîtrisée. Et je veux être honnête sur un dernier point, parce que la rigueur compte plus que l'effet dramatique ici. Trump a aussi annoncé cette même semaine, ce qu'il a appelé le pacte de la Mecque, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan, officiellement présenté comme une victoire diplomatique américaine. En réalité, plusieurs analystes régionaux y voient plutôt le signe que des puissances du Golfe, sentant le parapluie sécuritaire américain se fragiliser, commencent à organiser leur propre défense sans attendre Washington. C'est pas un accident de politique étrangère. C'est un schéma qui se répète. Quand les alliés cessent de croire à la garantie américaine, ils arrêtent d'attendre et ils s'organisent seuls. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement une administration désorganisée ou un président fatigué qui fuit les micros. C'est la vitesse à laquelle des adversaires organisés, eux, ne fuient rien du tout. L'Iran prépare, documents à l'appui, la Russie construit, images satellites à l'appui, la Chine observe et calcule le moment où le vide dans le Pacifique deviendra permanent.
Et rien ne dit que ça s'arrête là. Pendant ce temps, ce sont les marins de l'USS Abraham Lincoln, déployés 9 mois sans relâche, et les militaires sud-coréens laissés dans l'incertitude sur leur propre alliance, qui paient la note, pendant qu'on nous parle en haut lieu de grandes victoires et de relations formidables avec Kim Jong-un. La différence entre un leader qui gère une crise et un leader qui la fuit, ce n'est pas le ton qu'il emploie sur scène. C'est ce qu'il fait quand les caméras s'éteignent et visiblement, ici, la réponse tient en une image. Il court vers l'avion. Je vous promets une chose. Dès que de nouveaux éléments sur ces deux dossiers, l'Iran et la Russie sortiront, vous le saurez ici en premier, avec les sources vérifiées, pas les slogans de golf. Abonnez-vous à la chaîne pour ça et un like m'aide vraiment à faire connaître ce travail de vérification.